Trivet, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous êtes professeur à l'Université de Liège en anthropologie de la nature et en médiation culturelle. Et vous faites également de la recherche dans ces domaines. Pour commencer, ce que je voudrais vous demander, c'est l'anthropologie, si je ne me trompe pas, étymologiquement, c'est l'étude de l'homme. Alors du coup, anthropologie de la nature, j'ai un peu de mal à voir ce que c'est. Est-ce qu'on n'a pas une chose et son contraire dans le même terme? Je dirais que non, mais votre question n'est pas vraiment surprenante. L'homme est un animal, il fait partie de la nature, même s'il s'applique à s'en détacher. Et si, en tout cas en Occident et en Europe, on a tendance à considérer que nous sommes une exception dans la nature qui mérite une étude à elle seule. Mais en réalité, l'anthropologie s'est toujours intéressée aux deux. On ne peut pas s'intéresser à l'homme sans s'intéresser à son environnement. C'est ça, vous le replongez dans son environnement. Oui, tout à fait. Et nous essayons de relier ce qui était jadis séparé entre le matériel et le symbolique. L'homme étant en soi une unité. De façon très concrète, par exemple, une recherche en anthropologie de la nature, ça peut être quoi? Alors, ça peut être une foule de choses. En l'occurrence, pour ma part, je travaille pas mal sur le retour en ville des animaux dits sauvages. Alors au départ, j'avais été un peu surprise de découvrir qu'il y avait à l'heure actuelle plus de renards en ville qu'il n'y en avait à la campagne. Et ça, c'était de notoriété publique parmi les gens des villes qui s'intéressent à ce type de problème. J'ai été beaucoup plus surprise quand j'ai réalisé que le renard n'était pas le plus gros animal sauvage à revenir en ville, mais qu'il y avait notamment pas moins de 8000 sangliers à Berlin, ce qui est quand même assez surprenant. C'est un animal de dimension telle qu'il ne peut pas passer inaperçu. On sait que chez nous aussi, les sangliers reviennent tout doucement vers les lieux habités par les hommes, mais c'est le cas aussi des abeilles, des lapins, des fouines, de toute une foultitude d'animaux dont on a tendance à dire il serait mieux dans la forêt ou à la campagne. Mais personne ne les a amenés là, ils y sont venus tout seuls. Et donc c'était intéressant pour moi de faire à la fois le lien entre ce qu'on a tendance à considérer comme un espace sauvage et ce qu'on a tendance à considérer comme un espace urbain, et ce qu'on a tendance à considérer comme animal, nature, et ce qu'on a tendance à considérer comme homme. Ce qui m'intéresse, c'est la relation, c'est la transformation, la manière dont les uns et les autres prennent soin d'eux-mêmes et des autres. C'est ça. Et sur cet exemple concret, vous l'étudiez du point de vue des animaux, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la base au comportement animal pour comprendre la relation entre l'animal et l'homme? Oui, c'est ça, exactement. Je regarde comment ces animaux évoluent en ville. S'ils nous fuient systématiquement, on pourrait s'attendre par exemple à ce que des animaux comme les renards soient essentiellement des animaux nocturnes. Mais c'est loin d'être le cas. Ils se montrent en plein jour, ils ont leurs humains favoris, humains qui sont sans doute à leur manière des corbeaux à camembert, c'est-à-dire les renards viennent les voir pour se nourrir parce qu'ils n'en ont pas peur. Et donc ils dérogent même à leurs habitudes dites naturelles, universelles et telles qu'elles sont dictées par les sciences de la nature. Et justement sur un cas concret comme celui-là, qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre façon de vivre? Mais je pense que c'est très intéressant de voir la façon dont les humains accueillent l'animal qui se déplace de cette façon-là. Et il y a deux grands axes qui se dégagent. Il y a ceux qui disent « not in my backyard », pas dans mon jardin, je veux pas de ça, qu'est-ce qu'ils font là, il faut m'en débarrasser, il faut faire quelque chose. Et puis il y a ceux qui, au contraire, s'émerveillent en disant « mais peut-être bien qu'où je vis, c'est quand même habitable », puisque les animaux s'y installent. Et donc certaines personnes s'y attachent vraiment, d'autres au contraire rêvent toujours d'éradication, et on peut leur dire tout de suite d'oublier parce que le renard a entre autres capacités la compétence de gérer sa descendance. Et donc plus vous tuez de renards, plus il naît de renards. Donc quand les renards se sont installés quelque part, à moins qu'ils ne décident eux-mêmes de s'en aller, il ne faut pas rêver à les éliminer. Donc ça demande d'autres négociations, d'autres manières d'entrer en relation avec le monde. Par exemple, se dire qu'est-ce qui pourrait ennuyer les renards au point de les emmener à s'en aller. Et ce serait par exemple d'avoir des poubelles hermétiquement fermées, d'être moins
cochon, pour rester dans le registre animal que nous ne le sommes, ne pas laisser traîner des déchets de nourriture partout. Alors là, sans doute, ils estimeraient que le territoire est moins confortable. Là, nous les invitons à se joindre à nous. De manière indirecte, oui. Nous n'en sommes absolument pas conscients, mais c'est ça qui se passe. D'autant que dans la campagne, quand même, dans beaucoup d'endroits, ils sont encore considérés comme nuisibles. Donc on peut les tuer toute l'année, de toutes les manières, en les empoisonnant, les piégeant, les tirant. Et en ville, on ne peut absolument pas faire ça, sous peine de nous mettre en danger nous-mêmes. Donc quand ils viennent chez nous, ils savent qu'ils se mettent à l'abri. Ça, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Là, on est avec les renards, si je ne me trompe pas, vous avez également travaillé avec les lapins, enfin sur les lapins, oui, sur les castors. Oui, absolument. Mais du coup, ça me semble assez loin de l'anthropologie, tout ça. Vous l'avez déjà plus ou moins évoqué, mais rappelez-nous un peu comment ces études-là sont en lien direct avec... Peut-être le mieux, ce serait de repartir du castor. Parce que j'ai découvert le castor en travaillant sur les enfants sauvages, ce qui était ma première grande recherche, donc sur les enfants qui ont subi une longue désocialisation, enfin longue, on ne sait pas toujours estimer à combien est chiffrable cette désocialisation, mais une période qui est suffisamment longue pour leur faire un impact sensible sur leur comportement et leurs aptitudes, leur goût et leurs compétences. Et donc, en travaillant sur les enfants sauvages, j'ai été amenée à lire des naturalistes, et notamment Buffon. Et j'ai découvert que Buffon parlait du castor comme d'un animal exceptionnel, qui n'aurait pas dégénéré et qui était doté de toutes les qualités, puisque c'était un vertueux monogame qui élevait ses petits avec beaucoup de soin et qui surtout travaillait, bâtissait, parce qu'il avait un sens social aigu. Et donc, dès le 18e, je vois un naturaliste qui me parle à la fois du castor en termes humains et de l'humain en termes qui sont pratiquement ceux des animaux. Ah, c'est plus l'anthropologue que le castor en tant que tel qui vous intéresse. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais du coup, le castor m'a intéressé tout autant parce qu'effectivement, parmi les animaux qui construisent, c'est un animal très interpellant, qu'on a beaucoup de mal à critiquer, alors qu'il entraîne chez nous pas mal de dégâts aussi. Quand un castor construit un barrage dans un endroit où une route est susceptible d'être inondée, c'est pas du tout évident de le décourager de construire ce barrage. S'intéresser comme ça, quand vous intéressez comme ça aux animaux, qu'est-ce que ça révèle de l'organisation sociale humaine? Qu'est-ce que vous allez chercher sur l'homme à travers... Ce n'est pas à travers les animaux que je vais chercher quelque chose sur l'homme, c'est dans le contact entre l'homme et les animaux que je vais chercher quelque chose sur l'homme. Je vous ai dit, l'homme est un animal, mais il a un mode de vie qui doit être respecté au même titre que je respecte les modes de vie animaux, et il ne faut pas assimiler l'un à l'autre pour autant. Le mot animal est un mot piège parce que c'est un mot qui regroupe sous ses ailes une telle variété d'êtres qu'on ne peut pas l'utiliser de manière innocente, même si on a tendance à le faire pour aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les hommes acceptent ou n'acceptent pas les animaux, la façon dont ils se situent par rapport à eux, la façon aussi dont ils les utilisent quelquefois comme métaphore pour disqualifier leurs semblables. Lorsqu'on injurie quelqu'un, lorsqu'on entame un processus d'exclusion, c'est souvent à travers des noms d'oiseaux. Et donc l'animal est là un prétexte à détruire l'autre en quelque sorte. Et en général, les hommes qui acceptent bien les animaux développent aussi des marges de tolérance plus grandes vis-à-vis des autres humains. C'est ça, parce que si l'homme est un animal, est-ce qu'en étudiant la façon dont il construit il tisse sa relation à l'animal, est-ce qu'on peut aussi comprendre la façon dont il tisse sa relation à lui-même, c'est-à-dire à ses égaux? Oui, tout à fait, ça me paraît complexe mais clair. Oui. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une des recherches pour laquelle on a pas mal parlé de vos travaux, c'est celle sur l'enfant sauvage. Oui. Ça consistait en quoi cette recherche alors concrètement? Cette recherche, je l'avais entamée parce que l'enfant sauvage me paraissait le point culminant de rencontre possible entre les humains et les animaux. Si vraiment des enfants humains avaient été pris en charge par des animaux ou avaient vécu longuement dans un milieu naturel, on pouvait peut-être mieux approcher ce que pouvait être la relation entre les uns et les autres. L'enfant sauvage, c'est Mowgli. Oui, mais là, vous voyez, c'est déjà très intéressant et significatif que vous commenciez par me citer des enfants de papier. Parce que Mowgli, Tarzan, Romulus et Rémus, ce sont des mythes.
Or, ce qui m'intéressait, moi, c'était les enfants à propos desquels on avait des rapports de médecins, des rapports de naturalistes, de voyageurs, qui avaient eu l'occasion de les rencontrer et de les voir, comme le plus célèbre d'entre eux, Victor de l'Aveyron, dont François Truffaut a fait le film que l'on connaît. Et donc, il m'intéressait de savoir comment on était passé de ces enfants de papier, des enfants mythiques, aux enfants réels qui avaient subi ce destin étrange, et puis comment on en revenait aux enfants de papier aussi à notre époque, quoi qu'il y ait encore des enfants qui subissent des périodes de longue désocialisation, même si bien souvent on ne l'apprend que bien plus tard, ne fût-ce que pour les protéger. Hein. Mais à l'heure actuelle, peut-être a-t-on moins d'enfants qui grandissent dans des conditions de forêt et de liberté relative que des enfants que l'on retrouve cloîtrés dans des placards. C'est ça. Et ce qui vous intéresse là-dedans, c'est la difficulté scientifique peut-être d'aborder des thématiques telles que l'enfant sauvage? Oui, et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce que ça révèle de notre façon de construire l'idée d'humain. La façon dont nous rêvons, dont nous pensons, à la fois en tant que citoyen lambda et en tant que scientifique. Et ce qu'on peut dire de ces enfants est extrêmement révélateur sur la moyenne des humains, finalement, alors qu'eux sont des exceptions. On considère que c'est tout à fait illogique, impensable, par exemple, qu'un enfant puisse être adopté par un groupe animal, parce qu'un humain, ça ne vit pas comme ça. Quand on découvre Victor et qu'on dit qu'il mangeait du gland, tout de suite, il y a des gens pour réagir et dire « mais non, c'est pas possible, c'est les cochons qui mangent du gland, mais un homme comme Victor ne peut pas manger des glands ». Donc en fait, on se rend compte qu'on se définit à travers les modes d'alimentation, à travers les modes d'alliance, justement. Ces enfants ne sont pas hors culture, ils sont en quelque sorte dans une culture autre, dans un groupe animal, et ils se mettent à avoir les goûts alimentaires des animaux avec lesquels ils vivent. Et donc, ça révèle que nos goûts alimentaires n'ont rien d'universel, rien d'évident, rien de certain. Tout ça se construit et ça révèle finalement tous les soubassements anthropologiques qui nous paraissent à nous comme des évidences et des valeurs universelles. En fait, tout ça est construit. Si je comprends bien, hein, dans tout ce qu'on a déjà parcouru, j'ai l'impression que chaque fois le sujet auquel vous vous intéressez n'est pas vraiment le sujet auquel vous vous intéressez. Il est le prétexte pour voir ce qui est autour de lui. Oui, évidemment, c'est un prétexte. Et j'ai l'habitude, effectivement, de parler des interstices, depuis la marge, depuis la lisière, pour mieux prendre en considération ce qui se donne comme le centre des préoccupations humaines. Mais en réalité, mon chemin est toujours un chemin de traverse. Mmh. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui sur la taxidermie, mais telle elle peut être appréhendée dans les ateliers des taxidermistes eux-mêmes. En général, on l'aperçoit soit dans les films d'horreur, parce que le taxidermiste a généralement un rôle très glauque dans les films d'horreur, soit dans les muséums d'histoire naturelle avec une couche plus ou moins importante de poussière, soit encore dans les galeries d'art, puisque à l'heure actuelle, les artistes contemporains reviennent très fort à l'utilisation d'animaux partiellement ou totalement taxidermisés. Ça, c'est pas banal comme sujet de recherche, la taxidermie. Qu'est-ce qui vous intéresse Au départ, j'ai été appâtée par... Enfin, c'était juste l'inverse qu'appâtée, à vrai dire. J'ai rencontré des animaux mal taxidermisés dans des musées anciens. Et donc des animaux pour lesquels il fallait vraiment se baisser vers le cartel pour deviner ce que c'était. Oui, parfois c'est pas beau. Hein. Ah non, c'est pas beau du tout. Mais enfin, c'est pas beau selon nos critères. Et alors on peut se demander pourquoi n'est-ce pas beau? Est-ce que l'artisan est tellement maladroit? Et en fait, on se rend compte que non. Très souvent, les artisans, ils ont vu ou ils n'ont pas vu cet animal. Et selon le degré d'intimité qu'ils ont avec l'animal dont ils doivent traiter le corps, le résultat est plus ou moins satisfaisant. Si je me fie à ce qu'on a dit jusqu'à présent, si l'homme ne s'empaille pas lui-même, c'est justement parce que l'homme est un animal, mais il ne se définit pas lui-même comme un animal. Exactement. Et il y a quand même eu de quelques cas d'hommes qui ont été taxidermisés, si je puis dire, mais c'était dans ce cas-là des Africains,
souvent. Enfin, les plus connus, le Negro notamment, qui était dans un musée espagnol jusqu'en 1992, date à laquelle, à l'occasion des Jeux Olympiques, il y a eu un forcing diplomatique tel qu'on a exigé que son corps soit retiré du musée et rendu à sa terre natale. Mais effectivement, l'homme ne se taxidermise pas. C'est une bonne chose ou... Oh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. De mon strict point de vue, le fait que l'homme se positionne comme une exception n'est pas une bonne chose. C'est ça, c'était à ça que je voulais en arriver. Est-ce que du coup, le fait que, parce que bon, moi personnellement, je ne pense pas que j'aimerais voir ma famille empaillée ou me savoir empaillée après ma mort. Donc du coup, j'aurais tendance à me dire que c'est une bonne chose, qu'on se considère comme une exception, mais ça ne colle pas avec ce qu'on a dit depuis le début. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Ça, donc, à mon sens, le fait que l'homme se considère comme une exception n'est pas une bonne chose. Parce que les exceptions sont toujours à la base des hiérarchies, enfin plutôt au sommet des hiérarchies. Et les hiérarchies, ça suppose des exclusions, ça suppose des disqualifications. Ça ne me paraît pas heureux comme relation. Lucienne Strivet, pour terminer, vous l'avez dit, votre travail se situe souvent aux intersections, aux interstices. J'ai l'impression aussi qu'il s'agit toujours de décaler le regard par rapport à l'objet que vous étudiez, par rapport à l'homme, par rapport à la société. Est-ce que c'est une façon de définir votre travail? C'est comme ça que vous en parleriez? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. En général, je déplie ma table de travail au lieu des controverses, là où on se dispute, où on n'est pas d'accord, où la connaissance est instable, parce que dans ces lieux-là se révèle mieux la manière dont on construit ce qu'on utilise au jour le jour. Et donc, c'est s'interdire une foi aveugle en quoi que ce soit. Merci, Lucienne Strivet. Merci. Et puis merci pour le café. C'est moi.